qui alloue 1% pour la culture, l'économie, les actions sociales, ce n'est pas un pays qui sera émergent. Parce que comment est-ce que vous n'investissez pas aujourd'hui? Les gens ont besoin d'étudier, ils sont à 6 millions, ils ne peuvent pas étudier. Ce sont ces personnes qui vont gérer demain. Donc si vous êtes dans l'incapacité déjà de mieux ventiler votre budget, et je vais continuer, M. Kanga, est-ce que vous savez que les institutions, c'est-à-dire vous avez le Parlement, le Sénat, le gouvernement et la présidence de la République, pendant que 1% est alloué à la science, ces institutions consomment 60% du budget. Dans le MFC, c'est parti. Attendez, j'ai le chiffre ici. C'est-à-dire que vous avez 60% du budget pour faire fonctionner la présidence de la République, le Parlement, le Sénat, et vous avez 1% pour éduquer nos enfants. Donc, ce que moi je suis en train de dire ici, c'est que nous devons parler aux gens. Je vais appeler ça du verbiage. On peut tous aller très haut en expliquant des choses qui ne sont pas très simples. Moi, ce que je dis, c'est que comment je fais pour payer la rentrée de mon enfant? Est-ce que le changement de la Constitution pourra donner des réponses concrètes? Il n'y a pas de réponse concrète. Au regard de votre argumentation, c'est la raison pour laquelle vous dites qu'il ne faut pas réviser cette Constitution. Ce que je dis, que même si la loi le prévoit, en politique, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Vous savez, dans les pays développés, je l'ai dit dernièrement dans une émission, lorsque dans votre champ de responsabilité, il est établi que, quelque part, on peut vous impliquer ou pas, les gens démissionnent. Ce qui manque à la majorité, c'est le courage de reconnaître qu'effectivement, nous avons failli et qu'il est temps de réfléchir. Pour nous, ce que nous disons, c'est que changer la Constitution dans le sens de prolonger le mandat du président de la République, ce n'est pas nécessaire. Si réellement le budget ou le projet de société est défendable, si réellement les actions sont défendables, trouvez-vous un autre candidat qui va, sans changer la Constitution, continuer ses idées. Mais comme ce que je suis en train de vous dire... Mais la majorité n'a pas dit qu'elle allait je me base, mais monsieur du PPRD... Les mandats ou la disposition qui touche au mandat du président de la République. Nous sommes dans une dynamique anticipative. Oui. Monsieur Bochab Évariste, le secrétaire général du PPRD, M. Kanga du PPRD, il a d'abord commencé par un livre. Il y a un focus sur l'article 220. J'ai vu comment M. Kanga... Le livre non, entre la révision de la Constitution et l'inaliénation de la nation. Voilà. Mais M. Kanga essaie de divaguer sur des articles concernant les provinces et ainsi de suite. Non, je ne pense pas que c'est autour de ça que tourne la discussion. Si les gens sont fâcheux... Il a cité quelques problèmes. Mais voilà, si la communauté internationale s'implique et que toutes les couches sociales s'impliquent, c'est parce qu'il s'agit d'un article fâcheux qui est, entre guillemets, verrouillé. On ne va pas venir perdre 1 heure de temps ici pour discuter sur la territorialité. Non, je pense qu'il est ici parce que nous devons parler... Je n'ai pas parlé que de territorialité. Non, mais c'est un exemple que vous avez donné. J'ai donné des exemples. Ici, mais ce que je dis, ici, nous avons la responsabilité de définir et de dire à nos populations, ceux qui nous suivent à nos bases respectives, de savoir est-ce que c'est nécessaire que le mandat du président de la République soit rallongé ou qu'on lui accorde un autre mandat. Est-ce que c'est nécessaire qu'on modifie l'article 220? Je pense que c'est en ces termes-là que les débats tournent. Je n'ai pas vu un débat à la télévision autour de la territorialité. Alors, dites, est-ce qu'avec cette révision de la Constitution, est-ce que ces matières non révisables, notamment cet article, sera changé? En fait, on se disperse un peu. On parle de tout et de rien. On parle soit de la révision consciente, soit de la situation sociale. On parle de la révision. Nous sommes conscients de la situation sociale de notre pays. Nous sommes conscients de la difficulté qu'il y a dans notre pays. Bien évidemment, les gens voudraient très facilement coller cette situation difficile à ceux qui gèrent. Cela est normal. Mais il y a des efforts qui se font. Nous quittons des situations d'irrégularité de salaire à une régularité. C'est déjà un avancé. C'est déjà une avancée. Quelqu'un qui percevait son salaire avec 6 mois, 7 mois de retard, qui le perçoit maintenant régulièrement, c'est une avancée. Mais il y a aussi d'autres avancées. Oui. C'est maintenant l'amélioration de cette régularité. Et nous y travaillons. Nous ne croisons pas les bras. C'est facile de dire allouer 1%, mais notre budget n'est de 7 milliards. il faut l'augmenter. Il n'est que de 7 milliards. Le budget, c'est sur base de ressources que vous pouvez avoir. Là, vous êtes au pouvoir. Il y a une quantité que l'on réserve à l'éducation nationale. S'il vous plaît. Dans d'autres pays, c'est 7%, c'est 8%. Laissez-le parler. Ça n'a rien à voir avec la grandeur du budget. S'il vous plaît. C'est très facile, à ce moment-ci, que nous puissions parler des choses de cette manière-là. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau-là. La révision constitutionnelle, c'est très facile que l'on puisse caricaturer. Elle n'est pas relative au mandat du président de la République. Sur le fait où le président Joseph Kabila doit rester 30 ou 50 ans ou éternellement au pouvoir. Ce n'est pas à cela que... Elle ne vise pas ça. Non. Pas du tout. Elle n'est pas relative à elle inclut la durée du président Kabila au pouvoir. Elle n'est pas relative à cela, et je vous le dis. C'est un de points. Quand même un de points. Non, monsieur, l'institution. Lorsque l'on parle de la réforme institutionnelle, lorsque l'on parle des institutions provinciales, il faut savoir que le président de la République, c'est une institution.
Et lorsque l'on parle des réformes institutionnelles, l'on ne peut pas mettre en marge l'institution président de la République. Maintenant, s'il faut maintenant dire que institution président de la République égale ad vitam aeternam Joseph Kabila, ça c'est M. Jean-Jacques Bamba qui le dit. Moi, je ne le dis pas parce que un jour, vous parlez de la fonction. Aujourd'hui ou demain, M. Jean-Jacques Bamba peut devenir président de la République si le peuple le décide. Alors, nous ne sommes pas en train de parler de l'individu. On parle de la réforme qui est tributaire à de besoins fonctionnels. Nous parlons de la réforme institutionnelle parce qu'il y a eu des insuffisances, il y a eu des inadaptabilités que nous avons constatées. Mais maintenant, est-ce que l'on dit, nous, que voilà, dès l'instant où la Constitution pourrait être révisée, que le pays va aller très bien et que tout va aller comme dans le beurre, très facilement? Aux États-Unis, il y a des problèmes. En France, ils connaissent des difficultés énormes en ce moment. Il ne faut pas donner l'impression que nous n'aurions pas des difficultés par le fait d'une adaptation de la loi par rapport à la pratique. C'est très facile de parler des hôpitaux, de l'école, mais dire qu'il n'y a aucune démarche qui est entreprise pour faciliter l'accès aux soins, pour faciliter la scolarisation. Lorsque le gouvernement de la République construit dans les milieux les plus reculés des écoles, c'est pour que les gens n'y aillent pas étudier? Je ne pense pas. C'est un vaste programme. Laissez-moi finir oui. Parce qu'il parle pendant plus longtemps. Il y a plusieurs efforts qui sont en train d'être menés, que ce soit sur les aspects sociaux, que ce soit sur les aspects économiques, mais il faut aussi contextualiser les choses. Lorsque l'on dit pendant 11 ans, pendant 12 ans, pendant 15 ans, et pendant 15 ans, nous étions dans une situation d'instabilité, aurait-il fallu que nous puissions laisser les 1-23, les FDLR, les Maï-Maï, venir jusqu'à Kinshasa, faire tout ce qu'ils ont fait à l'est du pays, et nous aurions bien vu M. Jean-Jacques Bamba, très bien vêtu, venir sur Télé 50, parler de ses idées. Nous aurions vu des gens faire des marches comme ils le font là. Est-ce que nous aurions vu des gens aller travailler? Est-ce que nous aurions vu des gens accéder aux soins? Nous avions eu pendant près de 10 ans des problèmes liés à la sécurité et qui sont des problèmes intangibles parce que c'est lié à la territorialité, à la souveraineté de notre pays. Qui n'a pas permis à la majorité de répondre aux besoins fonctionnels. Non, on ne blague pas ce qu'on dit, c'est la vérité. Il y a eu des millions de morts. C'était un problème sérieux. Si la communauté internationale a autant mis de son poids pour que nous puissions trouver de la solution, c'est un problème sérieux. Il y a même eu des acteurs américains qui ont fait des lobbying pour notre compte. Il y a eu des hommes politiques français, des ONG. Il y a eu des millions de morts en République démocratique du Congo. Lorsque l'on parle de la situation insécuritaire qu'il y a eu en République démocratique du Congo, on n'est pas là en train de faire de la politique politicienne, on n'est pas dans le verbiage, on n'est pas dans la rhétorique, on est dans la réalité. Et le problème que nous avons connu par rapport à la sécurité, c'est aussi dans ce contexte-là que la majorité a évolué. Et ne pas le dire, c'est de la fausseté. Parce que nous devions à ce moment-là aussi affecter de l'argent pour la sécurité, pour la défense. Mais vous n'allez pas nous dire qu'au moment où nous affections de l'argent pour la sécurité, nous ne faisions rien. Donc, la majorité avec les moyens de bord, avec le contexte dans lequel il était, nous avons quand même travaillé. Et nous doutons que des gens mis dans notre contexte aurait fait mieux. Personne. Voilà, alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que la constitution actuelle, à laquelle certains partis de l'opposition avaient appelé au boycott en 2006, est-ce que cette constitution aujourd'hui, elle est bonne à votre avis? Est-ce qu'elle est bonne, la constitution congolaise aujourd'hui? Écoutez, je n'ai pas à juger du fait qu'elle soit bonne ou pas. Parce que vous voulez qu'on la garde intacte. Ce que je vais dire, c'est ceci. Vous savez, j'ai encore suivi M. Kanga dans son intervention. Il faudrait qu'il y ait un recadrage parce qu'apparemment, il a l'impression que nous abordons plusieurs sujets à la fois. Au fait, la base de l'action politique, parce que c'est une action d'envergure qui fait débat, reviser une constitution à 2 ans de la fin d'une mandature, ça crée débat. La base d'une telle action doit trouver son fondement dans l'amélioration des conditions de vie des gens. C'est-à-dire que pour que vous créiez un débat national autour d'une question, il faut que dans les motivations, l'on retrouve des solutions par rapport aux problèmes des gens.
parce que les politiciens ont la responsabilité de gérer la cité. Donc voilà pourquoi je fais le lien entre la situation socio-économique et le tollé qui a été soulevé par la modification de la Constitution en ce moment-ci. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, M. Kanga est en train de parler comme s'il était dans un vase. Il était un peu isolé. Moi, j'ai suivi M. India. J'ai suivi sur Digital Congo, encore avant que je passe sur cette émission, un professeur de la majorité, dont je ne retiens pas le nom, qui ont spécifiquement dit que dans la situation actuelle, il faille qu'on modifie le mandat du président de la République, qu'il ait beaucoup plus de temps pour continuer sa vision. Et même M. Minakou, de rajouter sur RFI que compte tenu de notre historique de guerre, le chef de l'État est la seule personne en mesure de gérer l'armée. Donc, s'il a suivi ces émissions-là, il comprendra très bien que le débat, c'est autour du mandat du président de la République. S'il veut nous dire autre chose, j'accueille l'information avec beaucoup de scepticisme. Mais maintenant, je vais continuer sur une chose. Parce que M. Kanga a parlé de la guerre. Vous savez, les excuses, elles sont faciles. Je vous donnerai un pays. Regardez l'Angola. Pendant les 7 ou les 10 ans, les 10 dernières années de la rébellion qu'il y avait en Angola avec M. Savimbi, il n'y a pas un pays en guerre qui s'est développé comme l'Angola. Mais vous allez constater quoi, paradoxalement? Les contextes sont différents. Paradoxalement, dans notre pays, pendant cette période de guerre, on a constaté que les gens se sont enrichis. Pendant que nous parlons des efforts de guerre, il n'y a pas une période où il y a eu un boom immobilier dans ce pays que pendant la période pendant laquelle la guerre a commencé jusqu'à ce jour. Donc le boom immobilier que nous avons constaté montrait très bien qu'il y avait des affaires. Je vais faire le lien entre la situation je vous ai pas interrompu. Et le boom immobilier. Non, je vous explique ceci. Je vous explique que pendant cette période de guerre, l'État a continué de fonctionner. Oui, les gens ont continué à faire des affaires. Oui. Donc cela n'était pas une excuse, d'autant plus que quelle est la source de la guerre? Quelle est la source de la guerre? La guerre du M23 qui nous a été imposée. Mais c'est une rébellion des personnes qui étaient dans l'armée congolaise, nommées par le pouvoir congolais, qui se sont dit à certains moments qu'ils allaient faire une rébellion. Donc lorsqu'on est responsable d'une situation, on ne va pas crier au secours, on ne peut pas se prévaloir de cette la situation à l'est du pays trouve son Mais élément elle a commencé originel. avec M. Kounda qui était dans notre pays. S'il vous plaît, M. Jean-Jacques. Officier de l'armée. Donc, on ne va même pas entrer dans ce mais débat. Mais ça, c'est pas le problème. Est-ce que nous allons quand même revenir par rapport aux extraits de India? Il y avait qui d'autre que vous avez cité? Il y a un professeur là j'ai pas retenu son nom. Mais qui ont quand même étalé leur intention par rapport au mandat du chef de l'État. Nous sommes dans un regroupement politique assez libre et assez démocratique. Chacun est libre de ses opinions. Ce que je dis là maintenant n'engage que vous. Et je suis membre du PPRD et là je suis en train de faire une analyse politique et je suis en train de vous faire part de mes convictions. Ce que M. India a dit relève de ses convictions. Mais lorsque le parti est engagé, lorsque le regroupement est engagé, c'est via des organes qui sont officiellement connus. Jusqu'à ce jour, que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit le PPRD, ne s'est pas encore prononcé sur certains aspects qui font le débat actuellement. Au moment échu, on connaîtra la position officielle de la majorité. Mais entre-temps... Donc vous êtes d'accord avec la position du MSR, qui appelle à un débat franc, à un échange franc au sein de la majorité présidentielle? Un débat de plus au sein d'un regroupement politique ne fait de mal à personne, parce que le dialogue au sein de la majorité a toujours été une valeur que nous prenons en compte, parce que l'autorité morale de la majorité, qui s'avère être le président de la République, est quelqu'un ouvert au dialogue. Et je ne vois pas en quoi est-ce que le souhait du MSR de vouloir un dialogue au sein de la majorité présidentielle pour avoir une position commune. Alors pourquoi vous avez fait foi à des individualités? Ce que ces gens-là ont dit n'engage que eux. Écoutez, ça n'engage pas. Vous savez, voilà lorsqu'on parle de référendum, voilà pourquoi l'article pour lequel on demande un référendum, c'est l'article 220. Les autres articles qui concernent la territorialité et les fonctionnalités ne nécessitent pas cette démarche. Donc lorsque M. Bochab, secrétaire général du PPRD, fait un meeting dans lequel il dit « nous passons par voie référendaire » et que M. Minakou dit la même chose, toute la classe politique fait un focus sur l'article 220. Laissez-moi vous lire un extrait du MSR. Oui. Voici la position du parti MSR. Joseph Kabila n'a jamais lui-même levé l'option relative à la révision constitutionnelle, notamment dans son article 220. Voilà. Donc là, je commence à croire en des valeurs démocratiques. Voilà la position officielle, parce que nous l'attendons. Hein. Voilà. Apparemment, elle n'est jamais officielle, mais elle est officieuse.
Pour autant qu'il y aura du bon sens, qu'il y aura de l'éthique, il faudrait faire comprendre à nos populations la nécessité. Parce que lorsqu'on parle de fonctionnalité, c'est très très vague. La fonctionnalité, c'est... vague. Oui, je dis que c'est vague. Pour le commun de mortel, si nous sortons d'ici, je vous assure, si nous sortons d'ici, le discours que vous avez tenu est incompréhensible. Même moi-même, je n'ai pas assez étudié pour le comprendre. Donc ce que je vous dis... Qu'est-ce que vous voulez dire autrement? Alors on vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez dire autrement par besoin fonctionnel? Les gens qui nous suivront posent des questions qui sont claires. Et je n'ai qu'un seul élément pour ces questions, ce sont les chiffres que vous publiez vous-même. Donc si vous le soulevez un tollé, vous voulez faire une grande action d'envergure politique, c'est-à-dire changer une constitution, donnez-vous la peine de communiquer assez pour expliquer à ces gens-là que vous savez, si nous modifions tel article, vous aurez une augmentation de salaire. Si nous modifions tel article, nous allons faire mieux, parce que vous avez eu 12 ans pour le faire. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Nous avons eu 12 ans pour faire quoi? Pour penser à la révision? Non, vous avez eu 12 ans pour améliorer le quotidien des gens. Mais c'est une démarche continue. Mais non, mais ça ne s'est pas amélioré en 12 ans, c'est ça le problème. Ça s'est empiré. Oui, ça s'est empiré. Mais nous sommes parlons les derniers. Parlons des chiffres. En 90, vous saviez qu'en 97, je vais vous aider. En 97... Combien valait 100 dollars en Nouveau Zaïre? En Nouveau Zaïre, non, ça c'est un taux fictif, on va entrer dans les théories de Keynes quand vous bloquez la masse monétaire. Non, on ne va pas parler de ça. Va essayer de voir, allons avec les chiffres internationaux. Je vous explique. Vous parlez de progrès. Vous saviez qu'en 97, quand l'AFDEL est entrée, nous n'étions pas derniers au niveau de l'indice de développement humain. Nous sommes les derniers aujourd'hui. Après 17 ans de gestion calamiteuse de la majorité. Monsieur Jean-Jacques, lorsque l'on parle de l'IDH, quand on parle de l'indice de développement humain, ce ne sont pas tous les facteurs qui sont pris en compte pour établir ce classement. Il y a certains éléments qui sont pris en compte dans l'IDH qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont en termes de progression actuellement, mais ce sont des domaines pourtant pour lesquels nous avons. On prend les plus importants. On prend le taux de scolarisation, on prend le revenu par la mort naturelle. Vous savez que notre espérance de vie elle est de 49 ans, ça fait plus de 12 ans. Cela résulte de quoi? Résulte du faible revenu des gens. Non, des conditions sociales. Attendez, les conditions sociales sont telles que les gens n'ont même pas assez d'argent pour se soigner. Je viens de vous donner un exemple d'une dame. Vous voulez dire qu'en RDC, le soin coûte plus cher qu'aux États-Unis? Non, il coûte tellement moins cher que les gens n'ont même pas l'argent pour le faire. Non. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez qu'en RDC, s'il vous plaît, oui. N'importe qui peut aller voir un dentiste. Vous savez qu'aux États-Unis, les gens font la ligne pour aller bénéficier des travaux d'un bénévolat. Attendez, prenons des normes. Mais il est normal qu'on établisse cette similarité. Non, c'est pas des cas d'extrême. C'est un pays. Les États-Unis est reconnu, même dans les assurances européennes, c'est bien écrit en petit qu'elles ne valent pas pour les États-Unis, donc ne prenez pas un cas extrême. Restons au Congo. Je suis en train de vous dire ceci, que de tous les pays qui nous entourent, et même ceux qui ont l'intention de changer leur constitution, là aussi vous faites une comparaison, les fonctionnaires de ces pays-là ont plus ou moins 7 fois le salaire de nos fonctionnaires ici. Donc moi, je vous parle du revenu par habitant. Vous êtes économiste. Nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Alors, nous ne sommes pas dans le même système. On va rentrer, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. On va rentrer dans ce sujet. Mais le problème avec Jean-Jacques, si je comprends bien, c'est que nous sommes pratiquement à la fin du mandat du président de la République. Alors, la Constitution ne devrait pas être révisée en ce moment-là. S'il vous plaît, il n'y a pas... C'est pratiquement vers le mandat. S'il vous plaît, il n'y a pas de temps constitutionnellement prévu pour la révision constitutionnelle. Il y a des circonstances. Il a parlé de l'éthique. Il y a des circonstances. Là, maintenant, chacun va aller de sa philosophie. Moi, je vous donne la philosophie constitutionnelle, celle qui est prévue dans la Constitution du 18 février 2006. Oui. Il y a des circonstances pendant lesquelles ne peut intervenir la révision. C'est l'intérim du président de la République. C'est lorsque les deux chambres ne peuvent se réunir librement. C'est lorsqu'il y a état d'urgence ou état des sièges. Et je crois qu'il y a encore une autre circonstance pendant laquelle on ne peut pas réviser la Constitution. Mais là, nous ne sommes devant aucun cas de figure qui fasse en sorte que nous ne puissions pas penser à l'adaptation de cette Constitution. S'il y avait au sein de la Constitution un moment cyclique qui déterminerait que, voilà, à 3 ans des échéances présidentielles, ne peut intervenir aucune révision. Là, nous violerons la Constitution. Voilà. Monsieur Fleury. Mais nous ne sommes pas devant ce cas. Donc, même pas dans une des circonstances que vous avez citées. Non, nous sommes dans aucun cas. Monsieur Fleury, j'ai parlé d'éthique, je vais renchérir avec le bon sens. Allez-y. Lorsque... L'éthique dont vous parlez, le bon sens, s'il vous plaît, j'ai pas fini. Non, je vous explique. Non, ce sont des valeurs politiques qui ne sont pas reprises. Mais pour que la vie politique fonctionne et que les choses fonctionnent dans un pays donné, démocratique, il faut que les gens aient ce sens de responsabilité de bon sens. Écoutez-lui quand même. Maintenant, je vais continuer. Allez-y. Pourquoi est-ce que l'opposition, et notamment le MLC, nous sommes en train d'insister sur le fait qu'elle est inopportune et en ce moment-ci? Vous savez, nous devons renvoyer un très bon signal. Oui. Lorsque nous voulons une évolution en termes d'emploi et ainsi de suite, nous devons attirer des investisseurs. Monsieur Kanga s'est évertué à parler des banques.
pour votre information, nous n'avons aucune banque nationale dans ce pays. Ça veut dire que toutes les banques dont il a parlé, les banques commerciales, sont des banques étrangères. Nous n'avons aucune compagnie d'aviation. Il y a des petits pays en Afrique qui ont ces compagnies. Donc nous devons attirer des investisseurs. Mais on dit que la Belgique n'a même pas une compagnie d'aviation. Mais écoutez-nous, la compagnie, la SNCB a un budget qui est 3 fois plus le budget du Congo. Il ne faut pas parler de ça. L'évolution d'un pays... Maintenant, on va continuer. Je suis en train de vous dire ceci. Allez-y. Il faut renvoyer un bon signal pour attirer des investisseurs. Il faut que nous arrivions à prouver à la face du monde que nous sommes capables, nous, Congolais, de respecter des règles élémentaires de la démocratie. Des revisions intempestives qui n'ont pas un soubassement qui va dans le sens d'améliorer les conditions des gens, mais qui va dans le sens de prolonger un mandat d'un individu, ce sont des mauvais signaux que nous envoyons. Et c'est pour cela que la communauté internationale s'implique. Combien de fois qu'il est arrivé? Il est arrivé une fois, il y a Fenol qui va encore revenir. Les voix se sont élevées. Pourquoi les voix s'élèvent? Parce que constitutionnellement, c'est permis. Tout le monde peut le faire parce que vous avez une majorité mécanique. Mais au niveau de l'éthique et du bon sens, vous renvoyez un mauvais signal aux partenaires et dans le doing business. Pourquoi nous sommes les derniers? Lequel ce signal, par exemple? Le signal, c'est de dire que c'est un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme, la liberté d'expression n'est pas respectée, le président, la majorité, à n'importe quel moment, sans éthique aucune, peut changer modifier la Constitution pour ses besoins. Au fait, ce sont ce genre de signaux-là qui seront renvoyés vers la communauté internationale et qui vont renforcer notre pays. Je suis en train de dire une chose qui est fondamentale. Monsieur Fleury, s'il vous plaît. Je crois qu'il y aura une crainte au niveau des investisseurs étrangers de voir que s'il vous plaît, s'il n'y a pas respect au niveau de la loi fondamentale... Monsieur Fleury, s'il vous plaît. C'est un problème. Soyons un peu sérieux avec nous-mêmes. Lorsque l'on parle de faire fuir les investisseurs, allez-vous me dire ici que le Rwanda est plus démocratique que la République démocratique du Congo? Allez-vous me dire ici, M. Jean-Jacques Mamba, me regardant droit dans les yeux, exactement, que, je ne veux pas citer, que certains pays qui nous entourent ici, bien que attirant des investisseurs, sont plus démocratiques que la République démocratique du Congo? Allez-vous me dire que dans certains pays qui nous entourent, ici, il y a ce genre de débat qui se font? La valeur démocratique ou les valeurs démocratiques ne se résument pas au mandat du président de la République. Il y a plusieurs valeurs inhérentes à la démocratie. Madame Angela Merkel